Donc, bonsoir. Pour ceux qui étaient là donc, hier, vous allez voir, j'espère qu'il y a un rapport, comme j'ai conçu ces deux conférences comme un ensemble, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est aussi censé fonctionner comme une unité indépendante. Mais je vais quand même commencer par un autre biais par rapport à celui que j'ai utilisé hier, avec un petit aspect contemporain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu ce film, qui date déjà, vous voyez le visage de Denzel Washington, tout jeune, tout beau. C'était il y a un certain temps déjà, des années 80. Et c'est un film qui a été fait par quelqu'un, une directrice indienne moyennement connue qui s'appelle Meera Nair. Et donc, c'est parmi les rares films où on parle des rapports entre l'Inde et l'Afrique. Parce que, en fait, c'est aussi un récit en quelque sorte autobiographique, comme cette dame, Meera Nair, fait partie de la communauté indienne qui était installée en Afrique orientale, dans l'Ouganda. Et puis, certains d'entre vous, vous vous rappelez qu'il y a eu ce moment dans les années 70 quand la communauté, en grande partie, a été expulsée par Idi Amin Dada. Et puis, il y a ces gens qui se sont installés surtout en Angleterre et un peu ailleurs en Europe. Et puis, un certain nombre aussi aux États-Unis. Et ça, c'est en fait l'intrigue du film. Donc, c'est ces Indiens qui arrivent aux États-Unis avec beaucoup de préjugés contre les Africains et qui vont donc par la suite rencontrer les Afro-Américains aux États-Unis et puis les tensions qui vont se produire. C'est un film qui a eu un certain succès, je dois avouer, aux États-Unis, mais pas du tout en Inde. Pas du tout en Inde. Hein. Ça, il faut noter. Je vais revenir, si vous voulez, sur cet aspect-là, parce que, comme je vous ai fait remarquer déjà hier par rapport à la question des Iraniens, certaines de ces choses qui remontent à l'époque moderne sont toujours de l'actualité d'une certaine façon. Voilà, donc, par contre, c'est pas comme si le sujet des rapports entre l'Afrique, et notamment l'Afrique orientale et l'Inde, a entièrement échappé à l'attention des chercheurs. Je vous donne deux exemples relativement récents. Donc, ici, un ouvrage collectif de John Hawley sur l'Inde en Afrique, l'Afrique en Inde. Portant surtout sur le 19e et le 20e siècle. Donc, le cadre dans lequel M. Hawley et ses collaborateurs parlent de ces rapports, c'est plutôt les échanges à l'intérieur de l'Empire britannique. Donc, vous voyez que les Britanniques, avec leur possession en Afrique orientale, souvent recrutaient des Indiens pour travailler justement dans les colonies africaines. Par exemple, aussi pour construire et superviser le chemin de fer, mais dans un certain nombre d'autres cadres. Et puis, de la même façon, il y avait aussi une présence africaine en Inde qui a continué pendant le 19e et le 20e siècle. L'autre livre, par contre, ouvrage donc, publié par Karthala, que un certain nombre de vous... Et j'imagine, vous savez que c'est quand même l'éditeur le plus important pour l'histoire africaine à Paris. Alors, donc, ça, c'est sur traité esclavage en Afrique orientale. Et vous trouvez là un certain nombre de spécialistes qui sont affirmés comme les gens incontournables pour ce genre de sujet, comme Thomas Vernet, par exemple, ou Marie-Laure Drap. Je vais d'ailleurs parler un peu des travaux des deux dans le temps à venir. Alors donc, ça c'est un livre portant essentiellement sur une époque plus ancienne, hein, parce que l'esclavage, comme vous le savez, en Océan Indien a cessé vers le milieu du 19e siècle. Et puis on est passé à d'autres formes
contrôle de main-d'œuvre, comme on voit à la fois, par exemple, dans le cas de l'île Maurice, la Réunion et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine complémentarité, si vous voulez, entre ces deux livres, l'un traitant une époque plus ancienne et l'autre une époque plus moderne. Mais en fait, comme hier, je vais commencer un peu en reculant, même avant l'époque qui va me concerner, parce qu'aujourd'hui aussi, je vais me centrer sur le 16e et le 17e. Mais là, pour commencer, c'est un bon point de repère. Et pour tout historien de l'océan Indien à l'époque médiévale, c'est quand même une source indispensable, c'est le Rihla de Ibn Battuta. Donc, grand voyageur marocain du milieu du XIVe siècle. Et vous voyez qu'à partir du Maroc, il a donc passé énormément de temps à voyager en Méditerranée. Il était en Égypte, puis dans la mer Rouge. Et bien sûr, il a passé du temps en Inde, y compris à Delhi. À l'époque du sultanat de Delhi, il a visité les sultans Tughlaq à Delhi. Et puis finalement, en passant par l'Asie du Sud-Est, il s'est rendu même en Chine. Et tout cela, c'est assez extraordinaire aussi pour plusieurs raisons, mais parmi lesquelles le fait que c'est quelqu'un qui apparemment a su fonctionner dans toute cette région en arabe. Donc, en fait, à chaque endroit, il se retrouvait avec des arabophones. Même en Chine, il a eu quelques problèmes parce qu'apparemment, les marchands musulmans qu'il a trouvés là-bas étaient plutôt des persanophones. Mais il a quand même réussi parce que tout musulman ayant une certaine connaissance de l'arabe pour des raisons religieuses, il a su survivre, même si parfois, par exemple, quand il cite la poésie persane, c'est complètement une confusion totale, parce qu'il a vraiment compris une fraction de ce qui a été cité. Mais en tout cas, là, vous voyez, si vous regardez l'itinéraire d'Ibn Battuta, il y a aussi cette partie qui concerne donc la côte orientale de l'Afrique. Donc, il passe de Aden, grand port médiéval, comme on le sait, et puis il est à Mogadiscio, et il va donc vers le sud jusqu'à Mombasa. Il va terminer dans cet endroit qui était à l'époque, au XIVe siècle, considéré plus ou moins comme la limite sud de l'expansion de l'islam, dans le cas de la côte orientale de l'Afrique, et ça c'est la ville de Kilwa. Et donc, il nous livre quelques réflexions sur les sultans. Ces sultans qui étaient apparemment, même s'il n'y a pas de preuves très concrètes, mais dans leur généalogie, ils racontent qu'ils venaient du Golfe Persique. En fait, ils tracent leurs origines justement dans les mêmes endroits qu'on a traités hier, c'est-à-dire autour de Shiraz et de Seraf. Ils sont censés venir de là, même s'il n'y a vraiment pas de preuves. Il se peut que c'était tout simplement une espèce de repère prestigieux qu'ils ont utilisé. Mais de toute façon, ils étaient là et ils étaient, comme j'ai dit, présents. Il y avait apparemment une communauté, il y avait des mosquées, il y avait une construction urbaine relativement importante. Mais le seul problème, c'est qu'à l'époque d'Ibn Battuta, dans les années 1330-40, mais même après, pendant tout le XVe siècle, on n'a pas de source écrite qui vient de cette région. Il n'y a pas de source originaire de cette région, c'est plutôt des textes écrits par des gens venant de l'extérieur, comme des voyageurs. Mais aussi, bien sûr, il y a d'autres sources sur lesquelles je vais revenir, des sources qui parlent plutôt en termes de culture matérielle, de cette région. Donc là, vous voyez une série de villes portuaires, en commençant là encore avec Mogadiscio et en passant par l'archipel de Lamu, Mombasa, et en passant par Kilwa. Et puis il y a cette région plus au sud. Je vais revenir sur cette région. Mais apparemment, à l'époque d'Ibn Battuta, ce n'était pas encore islamisé. Donc, comme je vous ai dit, Kilwa représentait
plus ou moins la limite sud. Et là, vous avez donc l'île de Kilwa-Kisiwani, que vous voyez ici, qui est le site central qui a intéressé donc les historiens, mais aussi les archéologues. Ça, c'était une représentation donc de Kilwa venant du tout début du XVIe siècle, parce que les Portugais, en arrivant sur la côte orientale de l'Afrique, vont bien sûr rentrer en contact avec Kilwa, comme ils vont rentrer en contact justement avec ces autres villes portuaires plus au nord. Alors, dans les derniers 40 ans plus ou moins, on a eu un certain nombre d'ouvrages assez importants portant sur ces villes. Je cite ici 2 de ces ouvrages, tous les 2 publiés par le British Institute in Eastern Africa. Donc, l'ouvrage aujourd'hui considéré comme classique de Neville Chittick, sur Kilwa. Et puis, il y a l'autre ouvrage de Mark Horton sur Shanga, qui est un autre site un peu plus limité. Mais en tout cas, ces 2 livres, si vous regardez les livres, sont essentiellement basés sur l'archéologie. Donc, il n'y a pas vraiment de source textuelle pour l'époque qu'on traite dans l'un et l'autre. L'archéologie qui est traitée dans le livre de Chittick est plus, disons, superficielle, et on s'intéressait aussi pas mal à par exemple, des porcelaines qu'on trouvait, parce que les Chinois, vous vous rappelez, sont aussi passés par là. Les expéditions de Zheng He ont touché à l'Afrique orientale. Et dans le cas de Shanga, on a, avec Horton, un développement beaucoup plus complet, un cycle plus complet d'urbanisation, de l'essor de ce centre, et puis de son déclin, et ainsi de suite. Alors donc, il faut attendre le XVIe siècle pour avoir des premiers rapports textuels venant de cette région. Alors, les Portugais, la première expédition portugaise, qui est l'expédition de Vasco da Gama, donc arrive dans cette région du sud, bien sûr, du Cap, au tout début de 1498. Ils vont donc franchir le Cap, ils vont arriver par ce biais-là. Et c'est intéressant de voir que, comme les Portugais étaient toujours un peu obsédés par les musulmans, et ils avaient toujours cette espèce de peur d'une présence musulmane qui ferait en sorte de bloquer ou de faire concurrence à leurs projets et leurs intentions. Partout, parfois, même en exagérant, ils voient des musulmans. Mais dans le cas de l'Afrique orientale, c'est assez précis. Ils arrivent donc par, vous voyez, Mossel Bay, et puis ils vont monter la côte. Et c'est à partir d'un certain moment, c'est plus ou moins quand ils arrivent à l'île de Mozambique, donc Mozambique Island, vous voyez qu'ils vont commencer à voir des musulmans. Ils commencent à dire qu'il y avait ici des morts, et ils ont tendance à distinguer entre ce qu'ils appellent morros brancos, les morts blancs, et morros pretos, c'est-à-dire les Africains convertis. Et on va donc commencer à dire qu'il y avait ces morts, et quand ils ont vu nos navires, ils ont dit non, on connaît des navires comme ça. On a déjà eu à voir avec des gens qui venaient dans des navires, mais du nord plutôt que du sud. Donc apparemment, c'est plus ou moins là, à ce moment-là, Mozambique représente la limite sud. Donc l'islam a poussé plus loin qu'à l'époque d'Ibn Battuta. Alors donc, à partir déjà de cette première expédition, on a notamment le récit anonyme d'Álvaro Velho, dit d'Álvaro Velho. On a des références, et puis les Portugais vont s'installer dans plusieurs endroits, donc à Kilwa, et puis à Sofala, plus au sud, et aussi ils vont avoir des rapports avec Mombasa et Malindi. Donc chaque endroit, ils ont soit un comptoir, soit, dans le cas de Kilwa, en 1505, ils vont même installer une forteresse. Donc c'est-à-dire
ils font la conquête parce qu'il y a une résistance. Les gens locaux n'ont pas envie d'avoir une forteresse portugaise pour des raisons évidentes. Donc, cette forteresse est construite par le premier vice-roi des Indes portugaises, Dom Francisco d'Almeida, et c'est une forteresse qui est nommée donc Santiago, nom typique ibérique de l'époque, mais aussi parce que Don Francisco d'Almeida appartenait à l'ordre militaire de Santiago. Donc c'est aussi une référence particulière à ça. Mais c'est aussi intéressant qu'il y a une source relativement négligée, c'est-à-dire de cette époque, on commence à voir les premiers matériaux en arabe de cette région. Et ça, c'est un exemple. Ce sont des lettres écrites par les rois et les notables de la région. Des lettres, donc, normalement dirigées soit au roi de Portugal, soit à des autres personnes importantes dans l'hierarchie portugaise. Et ce sont normalement des lettres de plainte. Donc, ce sont des lettres où on dit que les Portugais ont fait ceci et cela, ce sont des gens très violents, et toujours ce genre de construction qu'on connaît très bien pour dire au roi que vous êtes très, très bien, c'est plutôt vos subordonnés qui sont des gens méchants, et donc on attend de vous, de votre justice, que vous réglez les problèmes qui sont posés par les agents sur place. Donc, on a plusieurs lettres de ce genre venant donc de Mozambique. Il y a un cheikh à Mozambique qui écrit une de ces lettres. Puis, il y a des notables de Quilva, des gens qui ont été chassés par les Portugais ou expulsés par les Portugais, puis des gens qui ont pris le pouvoir sous le contrôle des Portugais et par la suite se sont brouillés avec les Portugais. Donc, les lettres sont toujours dans cette espèce de cadence de plainte et ainsi de suite. Ça, c'est une lettre qui vient du sultan de Malindi, plus au nord. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de voir que ces lettres sont assez variables dans la qualité de l'écriture qui démontre que dans certains endroits, il y a une culture scribale déjà installée qui n'est pas mauvaise. Mais il y a aussi des lettres qui sont vraiment à la fois en termes de l'écriture et aussi en termes de syntaxe. Ils sont vraiment très, très mauvais, qui démontrent qu'en fait, il y a une culture arabe toujours un peu fragile. Donc ça, c'est une lettre qui est relativement bien, et l'adresse, la composition, par exemple, ils ont même traduit tous les titres du roi de Portugal. Parce que le roi de Portugal s'appelait le roi de Portugal et des Algarves de ce côté et de l'autre, seigneur de Guinée et de la navigation de l'Éthiopie, de l'Arabie, la Perse et de l'Inde. Ça, c'était son titre. Et on a traduit tout ça. Donc, voilà. Mais là, si vous regardez, par exemple, ça, c'est une autre lettre de Quilva. Ça, c'est vraiment une lettre qui est extrêmement difficile à déchiffrer parce que le syntaxe n'a ni queue ni tête. Et il passe, celui qui l'écrit, parfois il écrit en première personne, parfois en troisième personne. Et on a vraiment énormément de difficultés parfois à comprendre ce qu'il raconte. Et en plus, c'est bourré de mots portugais. Ce qui complique les choses. Parce que, par exemple, au lieu de dire le chef, il dit le capitaine mort, mais en arabe. Donc, vous voyez que parfois, ça s'avère un peu difficile. Mais de toute façon, là, on est dans les années 1500, 1510, à avoir ces premières lettres, qui, avec les lettres écrites par les Portugais, qui sont installées donc à Sofala, à Quilva, à Malindi, à Mombasa, nous sommes très précieux parce que ce sont des sources à partir desquelles on peut essayer de comprendre comment fonctionne ce commerce. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces matériaux-là? Il semble donc qu'au tout début du XVIe siècle, il y a déjà un commerce assez florissant entre l'Inde occidentale et cette région. Ça, on savait déjà par les données archéologiques, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'objets d'origine indienne. Vous savez qu'il y a aussi une importation, c'est probablement de textiles indiens, mais les textiles n'ont pas normalement tendance à survivre. Donc, c'est plutôt les objets en métal
ou parfois en porcelaine ou en autre, en pierre qu'on a. Et ça se voit, donc, on a un commerce assez florissant qui est centré essentiellement sur le Gujarat. Hein. Et là, vous voyez qu'il y a ces deux endroits au Gujarat. Il y a donc... je n'ai pas de chance avec ça. Mais vous voyez Diu d'un côté et Cambay de l'autre, Cambayat. Ce sont les deux endroits au Gujarat avec lesquels on a le commerce le plus important. Et ces Gujaratis, donc, font le commerce essentiellement avec tous ces ports-là. Pour l'essentiel, c'est l'exportation des cotonnades, toujours, quelques autres manufactures. Et par contre, ce qu'on va importer de l'Afrique, c'est bien sûr l'ivoire et l'or. Parce qu'il faut savoir que Sofala en particulier est lié avec la production de l'or à l'intérieur en remontant en particulier la fleuve le Zambézé. Donc, ça, c'est la contrepartie de cette exportation que vient effectivement de l'Inde. Alors, bien sûr, si on regarde ces textes, soit ces textes, ces lettres de plainte, soit les lettres écrites par les Portugais, il est clair que cette présence portugaise au début du XVIe siècle était extrêmement gênante pour ce commerce. Les Portugais voulaient en fait empêcher et contrôler le commerce de ces Gujaratis. Donc, ils avaient plusieurs options. Il y aurait pu, par exemple, créer un système de taxation. Ça, c'était toujours possible. Ils auraient pu, par exemple, avoir des sommes d'argent payées, par exemple, dans les douanes, des quelques douanes qu'avaient les Portugais à l'époque. Mais en fait, ils ont préféré souvent tout simplement piller les navires. Donc, il y a dans ces lettres, pas mal de lettres parlant précisément de ça, de pillage. Puis aussi, il y a des questions de qui a pris quoi, hein, parce que le pillage était aussi censé être un peu systématique, c'est-à-dire si on était capitaine d'un navire qui avait pillé un navire musulman, on était censé partager les butins. Donc, celui qui était le capitaine était censé partager ça en partie avec les gens dans son propre navire, mais il était aussi censé passer une partie au gouverneur ou au vice-roi. Et souvent, en fait, il y a des querelles autour de ça parce que c'est très difficile finalement d'avoir des bons comptes qu'on est en train de piller les navires. Donc, souvent, il y a dans les années 1510, 20, etc., beaucoup de plaintes autour de ça, mais ça se voit que finalement, il y a un problème qui va faire en sorte qu'il y a donc deux sortes de villes portuaires qui font émergence à l'époque, donc des villes portuaires qui vont résister aux Portugais. Et donc, ça, c'est notamment le cas de Mombasa. Et il y a des villes portuaires qui tombent sous le contrôle des Portugais, plus ou moins. Donc, c'est le cas de Quilva et de Sofala, et jusqu'à un certain point aussi de Malinde. Donc, il y a ces deux réseaux, un réseau plus ou moins sous contrôle des Portugais, et il y a l'autre réseau qui résiste aux Portugais. Alors, ça va donc finalement produire un effet, c'est-à-dire un changement dans le système de commerce. Et ce changement va faire en sorte qu'il y a donc, du côté indien, là où les produits africains arrivent, il y a une espèce de détournement en partie du réseau. Donc, Diu et Cambay continuent. Mais ils continuent dans le commerce avec les villes qui ne sont pas sous le contrôle des Portugais. Par contre, là où on a les villes portuaires qui sont sous le contrôle des Portugais, on a tendance plutôt de pousser le commerce vers cette ville-là, qui est la ville de Chaul. Donc vous voyez, qui est un peu plus au nord de Goa, qui est sous le contrôle des Portugais, où les Portugais avaient construit une forteresse. Et là, vous avez une des inscriptions des Portugais sur cette forteresse de Chaul. Et puis, bien sûr, l'autre endroit où les produits africains vont arriver, c'est Goa. C'est Goa où les Portugais s'installent à partir de 1510, qui devient donc, du coup, au XVIe siècle, un centre de commerce africain, tandis qu'en fait, avant 1500, Goa n'avait
pas grand-chose à voir avec le commerce africain. Donc, il y a une espèce de bifurcation, si vous voulez, du côté indien, le commerce qui arrive chez les établissements portugais et l'autre qui reste donc dans les mains des musulmans et qui va toujours vers le Gujarat. Alors, on sait qu'au XVIe siècle à Goa, on a pas mal de témoignages qui démontrent que donc il y a ces produits africains, c'est sûr. Il y a l'or africain, il y a l'ivoire, mais aussi qu'il y avait des esclaves qui étaient à Goa. Ça, c'est en fait, ça accompagne un texte néerlandais, c'est le texte de Jan Haugen van Linschoten. C'est une espèce de... c'est pas très réaliste, mais néanmoins, là, vous voyez qu'il y a une tentative de dépeindre la présence des Africains. Et d'ailleurs, Linschoten, comme d'autres, nous raconte qu'il y avait une présence des esclaves, mais des esclaves mélangés d'origine très différente à Goa. Et on dit qu'en général, chaque maison de bourgeois à Goa avait 5 à 6 esclaves. Donc, des maisons de bourgeois, ça veut dire ce qu'on appelle les casados. Il y avait peut-être 1200, 1300, donc ça veut dire qu'il y avait au moins quelque chose dans le genre 7000, 8000 esclaves, mais ces esclaves viennent d'endroits très différents. Il y a des esclaves venant d'ailleurs en Inde, par exemple le Bengale. Il y a même quelques esclaves chinois, on sait, à Goa, mais apparemment il y avait quand même une partie assez importante des Africains qui se trouvaient à Goa. Et parmi ces esclaves africains, il y a apparemment des gens qui sont amenés de Mozambique et de Sofala notamment, et qui font partie donc de cette population qu'on trouve dans cet endroit. C'est très rare de pouvoir en fait préciser des choses sur ces esclaves de Goa au XVIe siècle, parce qu'ils sont restés normalement assez anonymes. On n'a pas la possibilité de donner beaucoup de détails. Il y a quelques exceptions, et ça c'est parmi les rares exceptions. C'est le cas d'un esclave qui a été donc qui est tombé dans les mains de l'Inquisition. Donc l'Inquisition portugaise, on a un problème, c'est-à-dire que les papiers de l'Inquisition portugaise à Goa n'ont pas vraiment survécu. Donc, en fait, c'est que les papiers qui ont été envoyés à Lisbonne qu'on a. Donc, il faut c'est une sélection, un certain type de dossier qui a survécu. Et ça, c'est le cas, donc, de quelqu'un qui s'appelle Gabriel. Et ce Gabriel a été pris par l'Inquisition portugaise pour une raison très particulière, c'est-à-dire il est arrivé en tant qu'esclave, puis il va s'enfuir et il devient musulman. Et donc pendant un certain temps, il est à l'intérieur de l'Inde travaillant pour les musulmans comme un musulman. Il en fait change de nom, il s'appelle Sidi Rahim. Et puis, apparemment, on ne sait pas trop exactement comment ça s'est passé parce que le document de l'Inquisition est assez, comme c'est souvent le cas, les gens ont tendance de mentir devant le tribunal. Donc, il nous raconte en gros qu'à un moment donné, il est tombé amoureux d'une fille qui était justement à Chaul. Et donc, il est revenu à Chaul pour rendre visite à cette fille et là, il a été pris par les Portugais et qui ont donc compris que tout d'abord qu'il était lusophone et puis qu'il avait été chrétien et puis aussi qu'il est passé par l'Inde portugaise avant de devenir musulman. Donc c'est ce qu'on trouve dans ce texte-là. Mais ça, c'est un cas relativement rare, comme je viens de vous dire, de quelqu'un où on peut vraiment tracer jusqu'à un certain point un parcours assez particulier. Donc ça, c'est l'auto de l'examen que le vicaire a fait. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a 3 narratives à l'intérieur de ce document qui sont plus ou moins contradictoires. Il raconte une chose la première fois qu'il est mis en examen, il raconte autre chose la deuxième fois, et encore autre chose la troisième fois. Donc, en fait, il faut essayer de réconcilier les 3 et voir ce qu'on peut faire avec.
Mais en tout cas, donc comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de documents d'une telle précision. Normalement, pour les esclaves dans le cadre de l'Inde portugaise restent assez anonymes. Hein. On les trouve, par exemple, parfois dans les documents, dans les testaments, avec un nom, et souvent c'est juste un prénom. Et voilà, et c'est normalement même pas leur nom d'origine en Afrique, c'est le nom qui a été donné quand ils se sont christianisés et sont devenus esclaves des Portugais. Alors donc, il y a eu depuis une vingtaine d'années un certain intérêt pour cet aspect-là, c'est-à-dire l'esclavage dans le cadre de l'océan Indien. C'est bien sûr beaucoup moins développé par rapport à ce qui est l'historiographie sur l'Atlantique, qui remonte à beaucoup plus longtemps. Dans le cas de l'Atlantique, comme on le sait, aussi, on a des tentatives de recensement plus ou moins fiables. On a le Slave Trade Census. Et dans le cas de l'océan Indien, en fait, on est beaucoup plus... les données sont beaucoup plus fragiles et donc il y a beaucoup plus de spéculation et par exemple il y a même eu des controverses, des gens qui ont voulu prétendre qu'il y avait autant de commerce d'esclavage dans l'océan Indien que dans l'Atlantique, ce qui me semble une fantaisie totale, mais c'est en fait basé sur le fait que justement qu'on ne peut pas chiffrer ce commerce-là. Mais si on regarde ces deux livres, par exemple, et notamment le livre à gauche qui est un livre beaucoup plus intéressant, d'Indrani Chatterjee et de Richard Eaton, sur l'esclavage et l'histoire de l'Asie du Sud, on parle justement de ces esclaves africains arrivés en Inde, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a juste quelques cas qu'on a pu développer d'une façon plus intéressante. Et c'est justement en utilisant ça comme point de départ que je vais tâcher de développer l'argument qui suit. Alors, tout d'abord, avant le XVe siècle, il y avait un commerce d'esclaves en Inde. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait pas exactement qui étaient les commerçants. On ne sait pas d'où ces esclaves sont venus. Ni où ils sont arrivés exactement comme premier point d'arrivée en Inde. Mais on sait qu'il y avait des régions en Inde, même des régions assez loin de l'Afrique, comme le Bengale, au XVe siècle, où il y avait une présence d'esclaves africains relativement importante. Ça, on le sait parce que dans le sultanat de Bengale, ça c'est avant la conquête moghole qui a lieu au XVIe siècle, on sait que les descriptions qu'on a dans les chroniques et dans d'autres textes en persan nous expliquent qu'il y avait donc un certain nombre d'esclaves d'élite. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'institution mamelouk. Donc, ce qu'on connaît également au Moyen-Orient, ces gens qui sont donc souvent formés pour être des esclaves militaires, qui rentrent dans les grandes maisons des élites, et puis parfois peuvent devenir eux-mêmes des gens indépendants s'il y a manumission, ou sinon ils peuvent rester en tant qu'esclaves, mais jouissant néanmoins d'un certain niveau de prestige et des moyens. On sait que dans le cas de Bengale, qui est un cas assez particulier, tout à la fin du XVe siècle, quand il y a eu un moment d'instabilité politique, il y a eu donc une dynastie qui s'est écroulée, il y avait pendant à peu près 10-15 ans 3 sultans d'origine africaine. Donc, chacun n'a pas pu régner très longtemps, mais on sait qu'il y avait ces 3, et ils sont toujours dénommés par cette description qui est assez typique dans les textes persans, c'est-à-dire on dit qu'ils sont des Habashi. Habashi, ça vient du mot Habesh, Habesh étant donc Abyssinie. C'est exactement le même mot. Donc, c'est exactement le même mot qu'on va utiliser, par exemple, dans les textes des Ottomans, ou même, par exemple, dans les textes arabes. On sait que, par exemple, il y avait, même à l'époque des Abbassides, il y avait des Habashis qui étaient, par exemple, à Bagdad. On utilise 2 mots légèrement différents. Il y a ce qu'on appelle donc les Habashis, qui sont les Abyssiniens, et puis il y a ce qu'on appelle les Zanji. Les Zanji étant des gens de l'Afrique orientale plus au sud, et ça,
pour l'étymologie, c'est à l'origine, par exemple, du mot Zanzibar, par exemple, qui vient de Zanj. Alors, donc, ça, c'est la ville capitale du sultanat de Bengale, et on sait qu'il y avait donc une présence. On ne peut pas donner des chiffres, mais on est sûr et certain qu'il y avait une présence, et que certaines de ces personnes sont même, comme un certain Barbaksha, par exemple, ils sont montés assez haut et même devenus sultans pendant une petite époque. Mais c'est surtout, en fait, en Inde occidentale qu'il y a une présence qui s'affirme. Et là, je vais surtout parler du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a donc une présence qui est assez affirmée dans le Gujarat, et puis aussi dans cette région, justement, des sultanats post-Bahmanides, dont j'ai aussi parlé hier, c'est-à-dire les sultanats comme Ahmadnagar, Bijapur et ainsi de suite. Alors, commençons avec le Gujarat. Donc, la présence de ces Africains venant donc en dehors du commerce des Portugais. Ça, c'est pas par le biais des Portugais, c'est par le biais du commerce qui est tenu par les Gujaratis en Afrique. Donc, ils viennent, ils s'installent et ils sont présents souvent dans les grandes villes portuaires, mais aussi dans les grandes villes politiques de l'intérieur de Kathiawar, de cette région. Et ça, on sait déjà au début du XVIe siècle, mais il y a aussi, et c'est assez clair et net, qu'il y a un développement qui suit un certain rythme. Et ce développement, pour suivre ce développement, il faut aussi, bien sûr, utiliser les sources portugaises. Les Portugaises ont pris la ville de Diu, que vous voyez au sud de Kathiawar là, et donc dans les années 1530, les Portugais se sont installés à Diu, et à partir de Diu, donc on a pas mal de documents où ils parlent justement de ce commerce avec l'Afrique et l'arrivée des Africains. Et donc, ces textes, qui sont des lettres, mais aussi des chroniques, etc., sont assez précis pour nous donner des renseignements portant sur l'arrivée d'esclaves africains, surtout dans une situation d'esclavage militaire. Donc, toujours dans le cadre de cette institution mamelouk. Alors donc, ça commence dans le Kathiawar, mais en fait, on peut aussi aller plus loin. Une ville comme Surat, qui est plus, vous voyez Surat qui est plus à l'est, qui devient une grande ville portuaire au XVIe siècle, est aussi un centre où on connaît l'existence de ces communautés et de la présence de ces Africains. Ça, c'est un plan de Surat produit vers 1720 en persan et en hindi. Et dans ce plan, si on commence à regarder, par exemple, chaque endroit est nommé et on voit qu'il y a un certain nombre d'endroits qui sont nettement associés avec les Habchis. Donc, c'est même dans la toponymie, c'est assez bien et assez clairement marqué. Alors, ce sont parfois en dehors de l'enceinte de la ville, mais parfois c'est en fait sur les endroits les plus prestigieux, parce que la ville est donc sur ce fleuve Tapti, et c'est les grands de la ville, les grands marchands en fait, qui ont le droit d'avoir des maisons sur le fleuve. Et donc, parmi les gens qui ont ça, il y a quelques-uns qui ont notamment des Habchis qui ont cette espèce de prénom assez typique qu'on a déjà remarqué dans notre cas de l'Inquisition, qui est Sidi. Vous vous rappelez que celui qui était pris par l'Inquisition, qui s'appelait Gabriel chez les Portugais, quand il était musulman, il s'appelait Sidi Rahim. Et de la même façon, c'est souvent, et ici dans le cas de Surat, ils sont appelés des Sidi. Alors, le premier de ces grands Sidi qu'on connaît de Surat, par exemple, c'est quelqu'un qui a laissé des traces, parce que, en fait, ça, c'est probablement le premier grand monument public qu'on trouve dans la ville de Surat, qui s'appelle Marjan Shame. Et si on regarde à l'intérieur, il y a deux personnes qui trouvent leur tombeau dedans. Il y a un personnage très compliqué, je n'ai pas la possibilité de vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est un mercenaire ottoman, qui s'appelle Khodavand Khan, mais ce mercenaire ottoman est un homme extrêmement compliqué parce qu'il vient de Otranto. Donc, en fait, c'est un Italien au départ.
et qui devient musulman, qui passe par les Ottomans, qui va venir s'installer en Inde. Mais l'autre personne qui en fait, qui est enterrée là-dedans, c'est quelqu'un qui est Sidi Marjan. C'est pour cela que l'endroit a ce nom de Marjan Shami. Marjan veut dire corail. Ça, c'est assez typique parce que vous savez que comme ces Habchis et les autres étaient considérés comme des esclaves, et comme en fait ils n'avaient pas gardé leur nom d'origine, en Afrique, on leur attribuait des noms. Et ces noms étaient souvent des noms des objets précieux. Donc, par exemple, on les appelle diamants, almas, ou on les appelle rubis, yakut, ou corail, marjan, et ainsi de suite. Donc, ils ont souvent ou ambre gris. Donc, il y a toujours ce genre de noms qui sont en quelque sorte aussi objectifiants. Donc, on les traite comme des produits en quelque sorte. C'est aussi un peu cet aspect-là. Mais voilà, donc, ce monsieur, et c'est qui Sidi Marjan? Sidi Marjan, en fait, c'est quelqu'un qui a apparemment mené, et c'est ce qu'on trouve dans quelques sources de l'époque, qui a mené donc on dit un djihad contre les Portugais. Et donc, qu'il a été tué par les Portugais et puis enterré dans cette ville. Et dans la deuxième moitié du XVIe siècle, apparemment, son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage des musulmans pieux qui venaient là pour le vénérer comme il était martyr, il était shahid contre les Portugais. Donc, il y a bien sûr la question de savoir d'où venaient ces gens. Est-ce qu'ils étaient plutôt des Zanji, c'est-à-dire est-ce qu'ils venaient plus du sud, est-ce qu'ils étaient plutôt des Habchis? S'ils étaient des Habchis, est-ce qu'ils venaient donc, ils venaient d'où et dans quelles circonstances? Est-ce qu'on peut quand même essayer d'identifier comment ça se passait? Alors, heureusement, on a cette possibilité. Et on a cette possibilité parce que, tout d'abord, les sources musulmanes de l'Inde s'intéressent à ces gens. Donc, dans les chroniques indo-persanes, on parle d'un certain nombre de ces personnes et on parle assez spécifiquement. Ce n'est pas dans une façon générique, on parle de ces individus, on parle de leur carrière. Et bien sûr, ce sont des sources biaisées, c'est-à-dire c'est plutôt les gens qui ont réussi qui vont survivre dans ces sources, ça va de soi. Mais néanmoins, ils sont présents, ils sont même présents dans les peintures qui vont accompagner ces chroniques. Donc, où ils sont présentés comme ça, donc vous voyez acculturés, qu'ils ont pris cette espèce de façon de s'habiller à l'indo-persane. Donc, souvent, ils sont aussi identifiés très particulièrement, et je vais revenir à un certain nombre de ces cas précis. Mais en fait, regardons la question de l'origine. Il semble que même s'il y avait donc un certain nombre qui venaient plutôt de Zanj, en fait, quand on commence à regarder à partir des années 1520, et pendant tout le XVIe siècle, en fait, leur origine, c'est la Corne de l'Afrique. C'est plutôt de cette région-là qu'il vient, ce qui serait en partie peut-être ce qui est aujourd'hui Somalie, mais surtout l'Éthiopie, et aussi ce qui serait, disons, aujourd'hui plus ou moins l'Érythrée. Donc, comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça parce qu'on a un certain nombre de sources assez précises et parlantes, et qui nous dit qu'en effet, à l'époque, c'est-à-dire en gros entre les années 1510 et les années 1540-50, il y a eu une espèce de guerre compliquée dans cette région. Donc vous vous rappelez, je ne rentre pas dans les détails, mais vous vous souvenez que l'Éthiopie est un royaume chrétien. Et les rois d'Éthiopie, les rois solomonides d'Éthiopie, donc ce sont des chrétiens qui sont mal vus par les chrétiens occidentaux, parce que c'est sûr que quand on a eu des relations, les rois d'Éthiopie, par exemple, dans le XVe siècle, ont envoyé des ambassadeurs à Rome pour traiter avec le pape, et ils ont écrit des lettres en hébreu, mauvaise idée.
Puis, en fait, quand ils ont eu des rapports plus particuliers avec les Portugais au XVIe siècle, les Portugais tout de suite ont soupçonné qu'il y avait des traces de judaïsme chez eux. Et qu'ils étaient considérés comme, bon, bien sûr, on avait cette idée qu'ils étaient celui qu'on appelait le prêtre Jean, qui était une espèce de roi légendaire qui vient du Moyen-Âge, mais il y avait aussi cette idée. Mais à partir des années 1510, il y a un conflit qui commence dans cette région entre ces rois, donc, qui occupent les hautes terres, et puis un royaume côtier qui est un royaume musulman d'Adal, ou ce qu'on appelle parfois Barsadeddin. Et il y a eu cette guerre dans laquelle, donc, on parle de guerre sainte du côté des Éthiopiens, on parle de djihad de part des musulmans, mais les Ottomans aussi se sont mêlés de ça quand les Ottomans ont pris la Mecque et Médine en 1517. Mais dans tout cela, en fait, il y a un produit qui est, disons, pas l'intention de qui que ce soit, mais la guerre va produire une espèce de surplus énorme d'esclaves qui se mettent dans les marchés de la mer Rouge. Donc, il y a la possibilité de ces esclaves qui sont en effet un produit de cette guerre, une espèce de butin de guerre, et ces gens-là sont donc par la suite donc achetés et envoyés partout, mais surtout en Inde. Il y a une partie qui vont vers Istanbul aussi, mais c'est une partie relativement faible. Comment est-ce qu'on sait ça? Donc, on a plusieurs documents, mais on a aussi ces deux textes qui sont les textes cruciaux. Il y a le texte à gauche que vous voyez ici, c'est un texte en arabe qui s'appelle Futuh al-Habsha, et c'est donc un texte qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Arab Faqih, qui était un chroniqueur basé à la ville portuaire de Yanbo, et qui, lui, va donc décrire le triomphe, photo pluriel de Fatah, donc le triomphe contre les Abyssiniens. Donc c'est une espèce de texte où on se réjouit du djihad qu'on est en train de faire. Mais là-dedans, on parle souvent justement du fait qu'on a pris tel et tel nombre d'esclaves, on les a mis sur les marchés de la mer Rouge, donc par exemple à des endroits comme Zeyla ou Suakin et ainsi de suite. Et bien sûr, on sait aussi que les Ottomans participaient pleinement dans ce commerce. Et les Ottomans qui avaient des liens très forts avec le Gujarat, en fait, amenaient, comme vous voyez avec le monsieur de Otranto par exemple, mais il y avait d'autres encore qui faisaient le lien pour amener ces esclaves venant de cette région en Inde occidentale. Ça, par exemple, c'est un autre texte où aussi on parle indirectement de ça. Ça, c'est le côté portugais. Parce que, je ne sais pas si c'est tellement connu, mais un des fils de Vasco da Gama, donc Cristóvão da Gama, en fait, a été envoyé pour aider les Éthiopiens dans les années 1540 et il est mort là-bas. On dit que c'est un lieu saint où il y a une espèce de fontaine de sang frais qui coule continuellement. C'est ce qu'on raconte au XVIe siècle. Mais en tout cas, c'est un texte qui est écrit par Miguel de Castañoso et dans lequel il parle des faits de Don Cristóvão da Gama et cette guerre. Et puis là aussi, on trouve ces références à ces esclaves qui sont transportés en Inde. Donc, vous voyez qu'il y a les deux flux. Il y a des esclaves venant plus du sud, qui seraient les Zanji, et puis les Habshi venant plus du nord, en passant par la mer Rouge ou en passant directement par un certain nombre de ports de la Corne de l'Afrique. Alors, du côté indien, on commence à avoir des traces très nettes de tout cela au XVIe siècle. On voit que dans les années 1530, il y a de plus en plus de ces Africains qui sont présents. Et comme je vous ai dit, la façon presque infaillible de les identifier, ils sont tous connus sous le nom de Sidi. Donc ça, c'est par exemple une mosquée très connue dans la ville d'Ahmedabad, au Gujarat, qui est la mosquée de Sidi Saïd.
En fait, qui était le patron de cette mosquée. Et Sidi Saïd, c'est quelqu'un qui est mentionné maintes fois dans les chroniques de Gujarat comme quelqu'un qui est arrivé en tant qu'esclave, puis qui a grimpé et qui est devenu un notable et finalement qui a fini sa carrière plus ou moins comme petit gouverneur et qui, comme il voulait démontrer qu'il était un musulman hautement pieux. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'apparemment c'était quelqu'un qui était un musulman hanafite. Donc, il y a une espèce d'assertion de ça. D'ailleurs, c'est aussi amusant de voir que au Gujarat, on a fait importer et copier cette chronique photo al-Habsha. Parce que ces gens s'intéressaient à leurs propres origines. Donc, ils ont même voulu avoir une chronique parler à leur origine. Et donc, c'est même copié, il y a des passages qui sont copiés dans les chroniques du Gujarat. De la même façon, ça, c'est une autre mosquée toujours très connue d'Ahmedabad, la mosquée de Sidi Bachir. Donc, ce sont des gens qui deviennent des mécènes, des gens avec des moyens, et qui rentrent dans le système de ce sultanat de Gujarat. Ça, c'est pas encore conquis par les Moghols. Donc, les Moghols vont faire la conquête dans les années 1570, et c'est avant ça qu'ils sont vraiment très, très présents, et donc dans les villes portuaires, mais Ahmedabad est une ville intérieure, et même là, comme c'est une ville intérieure importante d'un point de vue politique, ils se sont présents là. D'ailleurs, si on regarde la grande chronique officielle portugaise du XVIe siècle, la chronique de Diogo do Couto, il y a énormément de références à ce qu'il appelle Habshin. Il utilise le même mot. Habshi, abyssinien, donc voilà. Et dans un certain nombre de cas, il parle même à répétition, maintes fois, de la même personne qui a lutté contre les Portugais à tel endroit, puis à tel endroit, puis à tel endroit, et ainsi de suite. Et en fait, dans ces différentes luttes entre les Portugais et les musulmans abyssiniens, il y a un moment qui est assez important et qui a été un peu négligé par les historiens, c'est le moment de la prise de cet endroit qui s'appelle Daman, ou Daman. Vous voyez que c'est au sud de Surat, c'est dans le Gujarat, et c'était un endroit que dans les années 1550 est devenu le grand centre des Abyssiniens en Inde occidentale. Et à cause de ça, les Portugais ont décidé de faire la conquête. Celui qui a fait la conquête, en fait, c'est un noble très important qui a été envoyé comme vice-roi, donc Constantino de Bragança, donc qui appartenait à la maison de Bragance. Et il a fait la conquête, et on dit qu'il y a une description, on dit qu'au moment de la conquête, il y avait probablement 4000 à 5000 Habshi, guerriers, qui étaient à l'intérieur de la ville. C'était une ville fortifiée, ils étaient donc 4 à 5 000 à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On sait, toujours par les sources portugaises, qu'il y a deux sortes de choses, deux sortes de possibilités. Un certain nombre, une minorité, vont se convertir au christianisme et se mettre au service des Portugais, et qui restent là comme petits seigneurs de terre. Donc, on peut aussi, si on regarde les comptes fiscaux de Daman à la fin du XVIe siècle, il y a toujours ces Abyssiniens christianisés qui sont là. Mais la plupart vont prendre la fuite pour aller vers le sud. Et puis, donc, ils vont abandonner cette région. Ça, c'est Daman après la conquête, où les Portugais vont donc construire cette belle forteresse qui existe même aujourd'hui. Et puis, les autres vont vers le sud et vont rentrer donc au service des sultanats de Deccan. Et c'est là où on trouve donc le personnage qui est probablement le plus connu, le plus célèbre de tous ces Abyssiniens et ces Africains de l'Inde à l'époque moderne, qui est notamment Malik Ambar. Alors, Malik Ambar est un Éthiopien. Il vient probablement, on n'est pas tout à fait sûr, de la région de Harar. Et donc, apparemment, il a été vendu en tant qu'esclave dans la mer Rouge à Mocha, puis il est passé à un maître à Bagdad, et puis de Bagdad, il a été vendu, et finalement, il arrive en Inde occidentale. Il arrive en Inde occidentale probablement dans les années 1570. Et puis, les premières traces qu'on trouve de lui, c'est dans les années 1580,
c'est un moment quand les Moghols sont en train d'avancer vers le sud, ils poussent dans le Décan, et donc il y a une question de savoir si les sultanats de Décan vont pouvoir résister ou non. Alors donc il y a négociation, tractation, mais aussi résistance militaire. Et c'est Malik Ambar d'ailleurs qui est au centre finalement de la résistance contre les Moghols pendant à peu près 30 ans. Entre les années 1590 et les années 1620 quand il va mourir. Donc il est parfois dans le sultanat de Bijapur et parfois dans le sultanat d'Ahmednagar. D'ailleurs, là encore, on a l'avantage, on a pas mal de sources sur lui en portugais, on a des sources en persan parce qu'il apparaît sans cesse dans les chroniques de la région. Il y a même, juste pour la petite histoire, un texte en néerlandais, parce qu'il y avait un employé de la compagnie néerlandaise des Indes, Peter van der Broeke, qui était là dans les années 70, qui a rendu visite à Malik Ambar dans son camp à Kirki, et qui a laissé une petite description de Malik Ambar. Il a dit qu'il avait un visage romain. C'était une description assez intéressante. Alors, il a aussi laissé pas mal de traces. Par exemple, ça, c'est les choses qu'il a construites, des forteresses où on a des inscriptions, où il parle de lui-même dans ces inscriptions. Donc, on a aussi ce genre de traces matérielles pour ne pas rester exclusivement dans les chroniques et les textes. Et puis, ça, c'est une dépiction assez curieuse. C'est une fantaisie moghole, où l'empereur moghol imagine qu'il est en train de tuer Malik Ambar. Donc, c'est ce qu'il n'a jamais fait. Mais donc, c'est une espèce de représentation allégorique où le roi moghol, bien sûr, qui est l'empereur du monde, donc il est debout sur le globe, et donc il est en train de percer avec une flèche la tête de Malik Ambar. Bien sûr, c'est une fantaisie parce que ça représente la frustration des Moghols qui n'ont jamais vraiment réussi à contrôler ce seigneur de guerre qui a pu résister, comme j'ai dit, pendant presque 30 ans à leur expansion dans cette région. Voilà donc finalement le tombeau de Malik Ambar qu'on trouve. Même aujourd'hui, ça fait partie d'un complexe qui est près de la ville d'Aurangabad, dans le Décan. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, des anthropologues qui ont travaillé sur cette ville aujourd'hui me disent qu'il y a une espèce de mémoire très contestée de ce personnage, parce que d'un côté, comme c'est une région où les hindous de haute caste ont beaucoup de pouvoir, ils ont tendance de rejeter toute cette histoire et les implications. Mais curieusement, les gens qui ont un peu récupéré ce personnage, ce sont à la fois les musulmans de la région, mais aussi les gens qui appartiennent à des groupes intouchables. Donc c'est aussi curieux de voir qu'il se réclame de lui comme quelqu'un qui aurait quelque chose à voir, sinon littéralement, disons métaphoriquement, dans cette longue histoire. Après la mort de Malik Ambar, ça continue. Il y a d'autres qui vont prendre sa place avec un peu moins de succès. Ça, c'est un autre, c'est quelqu'un qui s'appelle Ikhlas Khan, dans les années 1630-1640. Et en fait, dans toute cette région, il y a quand même une présence ces Abyssiniens, ces gens d'origine de la Corne de l'Afrique pendant tout le XVIIe siècle. Et en fait, pour terminer, il y a un certain nombre d'entre eux qui vont même prendre le contrôle de cette île qui se trouve près de Bombay, qui est une île qui s'appelle Janjira, qui vont fortifier et ils vont en fait garder le contrôle de ça et devenir des corsaires pendant la fin du XVIIe, début du XVIIe siècle. Par exemple, il y a un moment à la fin du XVIIe quand ils vont attaquer Bombay, qui est sous le contrôle des Anglais. Et donc là encore, on trouve des traces d'eux, mais là dans un cadre maritime plutôt que dans un cadre d'armée terrestre, ce qui était le cas de Malik Ambar.
les mausolées, justement, de ces gens qui contrôlaient l'île, ce qui est sur la terre ferme, ces Sidi. Ils s'appellent toujours les Sidi, comme on a vu. Alors, donc, pour terminer, si aujourd'hui vous regardez l'historiographie, bien sûr, il n'y a pas de présence, disons, africaine en Inde de la même manière quand on passe du XVIIe au XVIIIe au XIXe siècle. Ces gens qui étaient vraiment des seigneurs de guerre avec une certaine importance militaire, avec pas mal de pouvoir, malgré le fait qu'ils étaient des esclaves au départ, c'est un cadre qui n'existe plus quand on rentre au XIXe siècle. Bien sûr, il y a une présence. Donc, par exemple, si vous prenez ces trois livres, le livre de Hélène Bassou en allemand sur les Habschi-Sklaven et Sidi Fakir, ça traite des restes d'une petite communauté dans le Gujarat. Ce sont des gens qui ont une espèce de vague mémoire de leur origine africaine, qui gardent le titre ou le nom de Habshi, mais en fait, ils sont devenus des gens assez pauvres, vivant dans des conditions assez plutôt misérables, etc. Donc, considérés comme une curiosité traitée par les anthropologues, mais isolés et sans beaucoup de résonance politique ou autre. Dans les autres livres que vous voyez ici, on a aussi essayé de traiter cette question par rapport à un autre problème, c'est-à-dire les traces qu'ils ont laissées même dans des endroits assez connus en Inde. Par exemple, dans le livre de Niall Green, il nous dit que ça a été oublié que même aujourd'hui à Bombay, il y a pas mal d'endroits qui sont marqués par cette présence historique des Habshi. Il y a par exemple des endroits qui portent le nom de tel et tel saint guerrier Habshi, même dans l'île de Bombay, même dans la région de Bombay. Ça, c'est un exemple d'un dargah des Sidi dans la ville de Bombay. Mais si on parle avec les gens qui fréquentent ces endroits-là, bien sûr, ils n'ont pas le souvenir de processus historiques. Ils ne savent souvent même pas que les gens qui sont au centre de ces lieux sont d'origine africaine. Donc, il y a à la fois quelque chose qui est resté et beaucoup qui a été donc, simultanément oublié. Donc, c'est un processus assez curieux de ce point de vue-là. Mais malgré ça, on peut dire qu'il y a, comme je vous ai dit, des traces, des restes, des mémoires, et surtout, on a un intérêt croissant de la part des historiens pour rétablir quelque chose qu'on a donc toujours eu tendance de négliger ou de traiter comme moins important, par exemple, par rapport aux autres liens qu'on a avec l'Arabie ou avec le Golfe Persique, avec l'Asie centrale, mais il y a aussi quand même cet aspect des liens avec l'Afrique que, à mon avis, vaut la peine de souligner et de développer. Merci.